Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour, comment ça va? Bienvenue sur Sud Radio. Et voilà, je vais parler aux auditeurs, bien entendu, et à vous après, dans quelques instants. On est ravis de vous retrouver. Vous ne vous abaisseriez pas à parler à Françoise Degois. Et réciproquement. C'est ma passion. Tous ces gens qui sont ici aujourd'hui avec nous, c'est ma passion, je vous le dis. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Merci d'être avec nous et merci de votre fidélité depuis septembre. Ça fait, dis-nous, ça fait du temps maintenant, Philippe David. Comment ça va, Philippe David? Exactement, le 30 août, ça va très bien, et vous? Écoutez, moi je suis ravie d'être là avec vous. Vous savez que cette émission est la vôtre. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 comme chaque soir. On va débattre dans la joie et la bonne humeur. On va dire des choses aussi parce que c'est important de parler vrai. C'est votre émission. On est ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de cette émission, faut-il durcir les sanctions contre le régime iranien? C'est une grande question. La rencontre aujourd'hui entre Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est l'occasion d'absorber la question des tensions croissantes autour de l'Iran, Philippe. Oui, après le gel des avoirs, l'interdiction de visa et de financement européen auprès de responsables iraniens, le Parlement européen réclame le placement des gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. On aura avec nous pour en parler Emmanuel Razavi, grand reporter qui a fait une étude dans le Paris Match publié aujourd'hui de 10 pages qui explique comment l'Iran est un narco-État qui vit avec notamment les dignitaires par la prostitution, la drogue. C'est absolument incroyable. Vous pensez qu'il faut augmenter les sanctions contre ce pays? Venez nous le dire au 0826 300 300. Vous dites non, ce pays fait ce qu'il veut chez lui. Même numéro. Et puis à 18h30 pour le coup de projecteur Les Vraies Voix, en pleine réforme des retraites, Gabriel Attal insiste sur le rapport au travail et met en avant la semaine des 4 jours expérimentée à l'URSSAF en Picardie, Philippe. Oui, selon une étude du cabinet ADP, l'étude séduit plus d'un Français sur deux. Pourtant, seulement 12% des entreprises françaises pensent l'essayer. Est-ce que pour vous c'est l'avenir, la réduction du temps de travail? Est-ce qu'on doit travailler 4 jours mais être ouvert 7 jours sur 7 par exemple en faisant tourner le personnel? Est-ce que ça pourrait être une solution pour créer des emplois? Vous travaillez 4 jours, vous travaillez moins de 35 heures, vous travaillez beaucoup plus. Venez nous le dire au 0826 300 300. Et on sera ravis de vous accueillir. En attendant, sur ces 4 jours de travail, est-ce que vous aimeriez travailler à ce rythme? Vous dites oui à 62%. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et donc vous les avez entendus, bien entendu, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir ma chère Philippe. Bonsoir. Vous commandez quelque chose sur Amazon, Philippe? Non, j'essayais de passer un message urgent avant que vous me repreniez à juste titre, ma chère Cécile. Non, mais c'était une blague. Ma taille c'est 36, merci Philippe. Françoise Degois, bonsoir. Alors, merci d'être avec nous. Alors là, j'apprends le verbe dissoudre, donc je confirme bien, c'est qu'il se dissolvait, c'est bien ça, hein, l'imparfait. 3e personne du singulier, l'imparfait, il se dissolvait. Mais vous savez que personne ne sait de quoi vous parlez là, Je vous Françoise. explique simplement que nous avons une discussion grammaticale autour de cette table. Ne pensez pas que Les Vraies Voix n'est pas une émission sérieuse. Nous parlons de philosophie politique, d'art, de littérature, hors antenne bien sûr, et de grammaire. Voilà, et en ce qui concerne la grand-mère, nous avions une petite différence sur le verbe dissoudre. Voilà. D'accord. Je te dissous dans l'acide, par exemple, disait le chef de la mafia. Voilà, c'est ça. Philippe David est peut-être fourbe, mais il connaît très bien le français. Oui, enfin, n'exagérons pas non plus. Et Sébastien Ménard est avec nous, président de l'EBPPO et entrepreneur dans la food tech. Ça va, Sébastien Ménard? Moi, ça va bien, mieux que Françoise, a priori. Évidemment, ça commence la fourberie macroniste et Paris, ça commence. Voilà. Mais ça va, ça fait plaisir. Le verbe dissoudre, là, je sens que je vais vraiment l'utiliser pendant 2 heures. Dessouder, c'est plutôt. Ah, excellent! Elle est excellente! Et nous accueillons notre 4e vraie voix. Frédéric est avec nous, il nous appelle de Paris. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Oui, bonsoir Salut tout le monde. Frédéric, membre vénérable de l'équipe. Vous entendez Françoise Degois, il va falloir vous frayer un chemin, Frédéric. J'ai déjà peur. Ouais, Ah, je comprends. Vous faites quoi dans la vie, Frédéric? Je suis directeur de la sûreté. Oh, dites donc, Françoise. Allez. Directeur de la sûreté? De la sûreté, oui, absolument. De la sûreté, on ne sait pas quoi, la sûreté urbaine? De la sûreté en général. Voilà, de la sûreté. Vous êtes directeur de la sûreté, Alors, vous êtes pour un des policier? raisons de confidentialité, je ne peux pas dire de Non, mais quoi. vous êtes un policier? Voilà, mais il ne peut pas le dire. Sûreté nucléaire D'abord, cyber-sûreté. Et en plus, il est corse, donc il ne parle pas. Mamma Je plaisante. mia. Je plaisante. Alors, mon cher Frédéric, vous êtes la vraie voix jusqu'à 19h avec nous, bien sûr. Pour
pensais que tu disais. Oui, vous allez pouvoir bien entendu commenter l'actualité avec nous et donner votre avis. Et ça, c'est très important. Et vous allez aussi, lors de notre quiz, pouvoir jouer contre l'une des vraies voix, contre Philippe Bilger, contre Françoise de Gois ou contre Sébastien Ménard. Donc, voilà, la vision générale de cette belle équipe, c'est déjà de se vendre. Sébastien Ménard, vendez-vous auprès de Frédéric. Bon, moi, je vous promets un duel difficile. Je te promets le ciel. C'est ça. Drôle. Ouais, drôle, oui. Ah oui, il s'adore, le gars. Je suis super fort et je suis plein d'humour. C'est ça. C'est pas ce que tu penses du gouvernement. C'est ce que je pense. Vraiment, c'est ce que je pense de toi, de A jusqu'à Z. Françoise de Gois, allez-y, c'est à votre tour. Alors moi, ici, pas la peine de vous décourager, Frédéric. Alors, mon dernier résultat mardi, c'était 9-0 pour moi. La dernière fois, c'était 7-0. Donc, je vous conseille, si vous voulez gagner, de ne pas jouer contre moi, mais de jouer avec moi pour écraser celui que vous choisirez. Elle dit pas que des conneries. Et c'est peut-être Ils sont très inventifs. Moi, je suis contre l'insécurité, mais en ce qui vous concerne, ne me choisissez pas parce que vous manqueriez de sûreté. Hein. Voilà, c'est ça, la différence de niveau. Voilà, Frédéric, vous restez avec nous. On est ravis de vous accueillir comme vraie voix sur Sud Radio. Tout de suite. Est-ce que vous pouvez mettre Philippe David sur écoute, s'il vous plaît? Non, si vous voulez pas qu'il finisse au Xanax, vaut mieux pas. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Philippe Bilger voulait requérir ce soir contre la banalisation des morts et des tragédies par une information qui nivelle tout sans aucune hiérarchie. Oui, alors ça m'est venu à la suite de l'excellente matinale, comme chaque matin, de Patrick Roger, où Patrick, si tu nous entends. En réalité, lorsqu'il y a les infos, je crois que c'est Maxime Trouleau qui les a faites. À un moment donné, et de manière très normale, il annonce la terrible mort de Sweet Siem Siem, oui. Et elle arrive dans le cours d'une information où on parle d'autre chose et parfois on parle de l'Iran, des dévastations, des tragédies. Je suis frappé de voir à quel point, même passionné par les nouvelles du monde, on a tendance à accepter cette espèce de banalisation de la tragédie et de la mort. Ces tragédies viennent au milieu d'informations qui sont superficielles, qui sont scandaleuses, mais qui ne sont pas forcément tragiques. Et donc je me dis, est-ce qu'on pourrait inventer un jour un système pour... Je pourrais parler de TF1 où c'est poussé à son comble ce système. On parle d'une tragédie internationale et puis immédiatement après on parle d'un fait divers. Donc est-ce qu'on pourrait un jour imaginer, je crois qu'une fois une chaîne de télévision l'avait tenté, de séparer à ce point les sujets, qu'on puisse consacrer avec émotion et attention notre regard et notre intelligence aux vraies tragédies, qu'elles ne soient pas noyées dans un flot ininterrompu de nouvelles où elles perdent tout sens. Merci Philippe, une réaction. Moi je ne suis pas d'accord avec Philippe Bilger parce que je pense que c'est la vie qui est comme ça et que pour avoir fait beaucoup de journaux sur France Inter, là on fait de la technique, vous savez, vous séparez et puis en faire aussi beaucoup ailleurs, vous séparez toujours les nouvelles parce qu'on appelle des gigas. Je comprends pas votre que nous soyons habitués au drame et qu'on accepte tous les jours de voir des ados, on accepte parce qu'on peut rien faire d'autre, des ados de 17 ans pendus par les Iraniens, c'est encore autre chose. Mais sur la hiérarchie des journaux, je trouve quand même que elle ne se trompe pas beaucoup. Quand il y a des véritables drames, ils font l'ouverture des journaux. Je ne les vois pas noyées au milieu. Si elles sont noyées, c'est parce que c'est parce que la nouvelle vient de tomber, qu'on n'a pas eu le temps de la développer. Moi, je trouve quand même qu'à ce titre-là, le journalisme français, qu'il soit audiovisuel et qu'il soit écrit, respecte pour moi, je ne suis pas d'accord avec vous, la hiérarchie vraiment de l'information. La hiérarchie de l'information, voilà, ça fait partie des... Il n'y a pas de petites et de grandes nouvelles, mais c'est vrai que quand il y a un véritable drame, il est toujours en ouverture de journal. Sébastien Ménard. Alors, ce que dit Françoise est très vrai. Ayant moi-même eu une petite micro-carrière journalistique, on a plutôt tendance effectivement à ne pas hiérarchiser la gravité, enfin les informations dites graves. Après, moi, ce que j'aime dans le propos de Philippe, c'est cette manière finalement de sortir du biais.
qui quelque part anime notre quotidienneté informationnelle, c'est-à-dire que évidemment les nouvelles plus graves, plus tristes, plus tragiques écrasent les bonnes nouvelles. Et on est quand même dans un pays, dans un monde où il y a quand même encore des bonnes nouvelles. Voilà. Donc moi j'aime l'ordonnancement intellectuel de Monsieur Philippe Bilger. J'aime aussi sa manière de penser, de nous proposer une piste. Vous êtes un des rares. Non, je pense qu'on est de plus en plus nombreux. Honnêtement, je vois pas où est la piste. Mais là, je suis pas votre critique. Mais François, je ne suis pas d'accord avec vous là. Je veux dire, trop souvent, j'ai l'impression, et même dans les radios ou les télévisions totalement honnêtes et scrupuleuses, que on glisse mécaniquement l'actualité, qu'elle soit tragique ou non, et que on jette comme une espèce d'évidence la mort d'une adolescente, par exemple, au milieu d'autres choses. Je suis pas d'accord avec vous. Je pense que vraiment, je comprends pas votre propos, parce que c'est pas vrai. La mort de cette jeune fille fait la une de toutes les chaînes d'information. Il y a pas, elle est pas noyée entre un problème de Elon Musk et la dernière blessure de Kylian Mbappé. C'est pas ce que dit. Non, je suis pas d'accord. C'est pas ce que dit Philippe. Pardonnez-moi. Oui. Je vais juste en rajouter une. C'est Philippe dit. Il y a peut-être un temps à consacrer, c'est-à-dire dans 30 minutes de journal télévisé, 10 à 15 minutes, c'est ce que j'ai compris. Mais c'est fait. Oui, mais de les séparer. Françoise, mais c'est fait, mais non, moi je suis pas d'accord. Je comprends rien du tout à votre point de vue. Mais Françoise, par exemple, prenons très court. Imaginons qu'on dise l'inflation est de temps et que très naturellement, comme si ça allait de soi, on vous annonce la mort d'une adolescente. Mais ça n'est jamais hiérarchisé comme ça. Je sais pas où est-ce que vous. Mais Philippe, écoutez, sérieusement, moi j'ai une carte de presse depuis 25 ans, je n'ai jamais vu une radio ou une télé hiérarchisée mettre l'inflation avant la mort de l'assassinat d'une jeune fille. C'est pas vrai. Lorsque vous avez des nouvelles données en vrac, vous avez des mélanges qui parfois sont choquants. Mais ça ne veut pas. On a passé le temps. En tout cas, on va être obligé d'appeler notre patron de la sûreté. Ça continue. Mais c'était très intéressant en tout cas. Merci Philippe pour ce sujet qui mérite en tout cas d'être évoqué plus longuement, parce que visiblement, comme quoi les avis divergent. En tout cas, dans quelques instants, on fera le tour de l'actu avec Félix Mathieu. Puis on vous rappelle notre grand débat du jour sur l'arrivée du Premier ministre israélien à Paris pour discuter de la menace iranienne avec Emmanuel Macron. Avec cette question du jour, faut-il durcir les sanctions contre le régime? Pour l'instant, vous dites non. À 52%. Alors là, franchement, on a envie de vous entendre. Dites-nous pourquoi vous êtes contre le durcissement de ces, forcément, de ces sanctions. 0826 300 300. L'antenne vous est ouverte et on a envie de vous entendre sur ce sujet. À tout de suite. Après cette petite pause, on est de retour. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degaut est avec nous, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech, est avec nous. Et vos appels 0826 300 300. On va revenir sur l'Iran, chose importante. On vous pose cette question puisque le débat aura lieu dans quelques instants. Faut-il durcir les sanctions contre le régime, puisque la rencontre aujourd'hui entre le Premier ministre israélien et Emmanuel Macron, et justement la question va se poser sur les tensions croissantes autour de l'Iran. On vous attend au standard, puisque dans notre question du jour, faut-il durcir ces sanctions contre le régime? Pour l'instant, vous dites non à 54%. Donc sur le coup, on a envie de vous entendre. 0826 300 300. Tout de suite, l'actu en 3 mots. Les Vraies Voix Sud Radio. Et l'actu en 3 mots, Félix Mathieu, IVG, outrance et Francis. L'IVG qui pourrait entrer dans la Constitution, le Sénat vote pour, mais en la définissant comme une liberté, non pas comme un droit. Les outrances du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, fait référence à l'Holocauste en accusant l'Occident, je cite, de vouloir une solution finale à la question russe. Et puis quand les Francis de tout un canton décident de se rencontrer le temps d'un repas, qu'est-ce qu'ils se racontent à votre avis? On va le savoir bientôt. Direction Rignac dans l'Aveyron dans quelques instants. Les Vraies Voix Sud Radio. 166 voix pour et 152 contre. C'était serré, mais les sénateurs ont finalement donné leur feu vert hier soir à l'entrée de l'IVG dans la Constitution. Parmi les partisans de ce texte, Xavier Iacovelli, sénateur issu de l'aile gauche de la Macronie. Aujourd'hui, le droit à l'IVG est remis en cause dans le monde. C'est un fait. 13 États américains ont rendu illégal l'avortement et 5 en ont limité l'accès.
et cela en moins d'1 an. Au sein même de l'Union européenne, les menaces qui pèsent sur ce droit sont visibles. La Hongrie, où on oblige maintenant les femmes avant d'avorter à écouter le cœur du fœtus. Il est donc légitime de s'interroger sur son avenir en France. Un droit n'est jamais acquis. L'histoire nous le prouve. Il y a quelques mois, le Sénat, à majorité de droite, avait refusé de voter la constitutionnalisation de l'IVG alors que l'Assemblée nationale l'avait adoptée. Finalement, pour obtenir ce vote à l'issue d'un débat passionné au Sénat, les défenseurs du texte ont dû consentir à présenter l'avortement non pas comme un droit mais comme une liberté. Amendement d'un sénateur Les Républicains. Parmi les réfractaires, en tout cas, ce projet, le président des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Est-ce raisonnable d'importer dans notre pays déjà si fracturé les débats qui fracturent la société américaine? Est-il raisonnable de vouloir constitutionnaliser à tout va? Demain, si on a, par exemple, le droit au suicide assisté, il y a la PMA pour toutes. Pourquoi donc ces droits seraient-ils de portée inférieure? La Constitution française de la Ve République, elle n'est pas faite pour adresser des messages symbolique au monde entier. Finalement, les sénateurs ont adopté ce texte, décision qualifiée d'historique par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Pourtant, le chemin est long avant une éventuelle entrée dans la Constitution. Il faudrait pour ça que les deux chambres adoptent le texte dans les mêmes termes avant de pouvoir aussi déclencher un éventuel référendum. Et venons-en à cette nouvelle outrance du chef de la diplomatie russe. Oui, une référence à l'Holocauste. Sergueï Lavrov accuse les Occidentaux de vouloir soutenir l'Ukraine pour, je cite, mettre fin à la question russe. Lavrov accuse nommément la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite à Kiev. Elle a déclaré que le résultat de la guerre doit être la défaite de la Russie, et une défaite telle qu'elle ne se relève pas pendant des décennies, ajoute le chef de la diplomatie russe. N'est-ce pas, dit-il, n'est-ce pas du nazisme, une tentative de résoudre la question russe, ajoute-t-il, des propos qui font écho à l'expression solution finale à la question juive, soit l'Holocauste orchestré par les nazis. Certains appellent ça, vous savez, un point Godwin, l'idée de la référence un peu outrancière et systématique au Troisième Reich dans beaucoup de conversations. Sauf que là, c'est une constante de la propagande russe qui, depuis l'invasion de l'Ukraine, parle déjà, je cite, de dénazifier le pays, l'Ukraine. Philippe Bilger, c'est pas provocation. Est-ce qu'à un moment donné, il faut apaiser les choses? Absolument, Cécile. Je trouve que la phrase d'Ursula von Leyen est maladroite. Je ne l'aurais pas dite, mais je peux dire des inepties par ailleurs. Entendons-nous. Oui, mais vous n'avez pas le même poste. Voilà, absolument. Non, mais je ne voulais pas laisser croire à une forme de vanité. Mais le deuxième élément, c'est l'habitude de Poutine et de ceux qui le servent, c'est de renvoyer à la face de l'Occident les valeurs que celui-ci invoque en permanence. Je dirais presque c'est de bonne guerre si les termes n'étaient pas trop contrastés, mais c'est classique, quoi, en permanence. François Devoix. D'abord, Sergueï Beaucoup de termes prononcés le jour de l'anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie à Stalingrad. Oui, je rappelle quand même que pour les Russes, je rappelle que les Russes ont libéré Auschwitz. Je pense que les Russes font partie des plus grands combattants de la Seconde Guerre mondiale. Pour les Russes, l'Occident ne s'est libéré que grâce à eux, que grâce à leur sacrifice, grâce au fait de la bataille de Stalingrad, bien sûr, de Leningrad, 3 ans et demi de siège, le fait que comment dirais-je, l'opération Barbarossa est un échec cinglant pour Adolf Hitler. Dans l'imaginaire russe, aujourd'hui, c'est la Russie, l'Occident doit quelque chose à la Russie avant tout. Et donc, il est évident, et les Russes ne sont même pas invités, bien sûr, aux commémorations. C'est les Russes qui libèrent Auschwitz. Donc, moi, j'entends ce que dit Sergueï Lavrov, que j'ai rencontré à plusieurs reprises à l'époque où j'étais au gouvernement, parce qu'on travaillait à la COP21. C'est un très grand diplomate, Sergueï Lavrov. C'est probablement un des plus grands diplomates avec Kissinger. C'est vraiment il est brillantissime. Là, il parle de l'Holocauste parce qu'il faut quand même dire, je ne trouve pas d'excuses, encore une fois. Ça veut dire qu'il ne faut pas superposer les époques pour vous. Mais on ne peut pas superposer les époques, et je pense que von der Leyen doit se fermer sa bouche. Chaque fois que cette femme prononce des mots, c'est toujours cataclysmique. Avant l'élection italienne, je vous mets en garde, on punira les Italiens si jamais ils élisent Meloni. Bon, finalement, on n'a pas puni les Italiens. Il faut se taire. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? Lavrov parle, je rappelle aussi, sur la question de l'Ukraine, si on reprend l'histoire de l'Ukraine, que, voilà, l'Ukraine, il y a beaucoup d'admirateurs de Stéphane Bandera, qui est un des pires racistes et antisémites que la planète ait jamais porté. Donc, j'entends bien cette escalade de mots, mais là, honnêtement, von der Leyen ne doit pas faire ça. C'est déjà assez grave, c'est inutile dans la Sébastien Ménard. Alors bravo Françoise, parce que j'aurais pas dit mieux.
Ah oui, sur l'imaginaire russe. On va prendre des photos, non, mais là on est vraiment d'accord. Et moi ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a le sentiment que le porte-parole quelque part de la Russie libre s'adresse à l'Occident. Mais non. Il s'adresse aux Indiens, il s'adresse aux Chinois, il s'adresse aux Africains, où ils prennent des positions incroyables pour dire regardez comment le monde moderne, comment l'Occident nous traite après tout ce qu'on a fait, justement. Ils ont gagné la guerre. Évidemment, ils ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et ce qui est une vérité historique, ils font partie, non pas des vaincus, mais ils font partie des vainqueurs. Sans qui l'offensive alliée, je dirais, sur la Normandie, évidemment, sur le front ouest, n'aurait pas suffi à nous libérer quelque part. C'est une vérité. Mais ce que je veux dire, c'est que le message de Lavrov, nous on le prend pour nous, on le commente ici, mais c'est un message pour les Indiens, c'est un message pour les Chinois, c'est un message pour les Turcs, c'est un message pour l'Afrique, clairement. Et venons-en maintenant à cette question. Que font 14 Francis quand ils se rencontrent, Félix Mathieu? Oui, ils se racontent des histoires de Francis, vous savez, expérimentation. Francis. On parlait de la hiérarchie de l'information. Expérimentation. On passe de Auschwitz au Francis. Sérieux, Félix Francis. Mathieu, Expérimentation menée depuis 11 ans chaque année dans le canton de Rignac, dans l'Aveyron. Chaque année, ces Francis de ce canton se retrouvent dans un resto avant de passer l'après-midi ensemble. Celui qui a eu cette idée s'appelle, devinez comment, Francis Montel. L'idée lui est venue il y a quelques années quand il travaillait dans un journal local et qu'il était venu à l'époque faire une photo pour un repas de Maurice du canton. Je connais notre Francis sur le canton de Rignac et je me suis dit mais pourquoi pas faire un repas de Francis? Parce que bon, le Francis est sympathique et tout quoi. Donc on organise ce repas. Le plus vieux, entre guillemets, est né en 1950 et le plus jeune est né en 1967. L'amplitude d'âge est assez restreinte. Il y a des métiers très différents. Il y a des fonctionnaires, il y a des artisans, il y a des commerçants, des ouvriers, il y a des enseignants, il y a des gens complètement différents. On a même tenté un jour, on n'y est pas arrivé, de faire venir Francis Cabrel, qui habite en Occitanie. Peut-être qu'on y arrivera un jour. On trouve ça rigolo. Il n'y a pas Francis Lalanne, rassure-moi. Non, il n'y a pas. Il ne l'a pas dit en tout cas, mais a priori non. C'était de se créer des fêtes. Non, mais c'est génial. Mais vous voyez des Philippe tout le temps, entre Philippe David, c'est vrai que dans les vraies voix, il y a beaucoup de Philippe. Mais c'est vrai que Françoise, quand vous voyez une Françoise, vous la regardez pas. Le problème, c'est que si on fait la fête des Françoises en France, c'est vachement original. Je sais pas encore, il y a des milliers. Non, mais moi, j'aime bien, par exemple, une fois, j'avais participé à la fête des gauchers. Vous savez moi, je suis gauchère, gauchiste, donc ça va très bien. Et vraiment une vraie gauchère, voilà. Et la fête, là, il y a la journée mondiale des gauchers, il y a la fête des gauchers. Vous avez en Bretagne la fête des Gémeaux, les gens qui sont. Moi, je trouve ça vraiment. Non, mais moi, quand je croise une Cécile, ce qui est assez rare, je la regarde, je l'écoute. Enfin, ça me. Je l'embrasse sur la bouche. Mais ça me fait marrer. Et quand on s'appelle Félix, ça se passe comment? Écoutez, Félix fait Félix fort. Il y a beaucoup de grands Félix dans l'histoire. Oui, bah oui, c'est vrai. C'est vrai que vous l'aimez bien celle-là. Il y en a pas mal dans votre génération à cause de Belle et Sébastien. C'est exactement ça. Et Cécile, c'est grâce à Claude Nougaro, j'imagine. Cécile, ma fille. Pas du tout. C'est parce que mon arrière-grand-tante, voilà, donc des générations, s'appelait Cécile. Mais Nougaro n'existait pas. Prénom très ancien. Absolument, très voilà. Moi, j'existe depuis tellement longtemps. 2 minibus. On a raté les 2 minibus à la Révolution. Les minibus, on dit. On dit pas les 2 minibus, on dit les minibus. Faire une erreur pareille, des sans-culottes. Rater la famille parce qu'ils se sont peut-être dit que quelque part, on était un peu des dieux et qu'il fallait nous épargner. Méfiez-vous, je pense que Françoise de Gaulle veut vous envoyer au rasoir républicain. Oui, ne vous inquiétez pas, on rase gratis chez nous. Allez, vous restez avec nous. Dans quelques instants, on va parler d'un sujet important, puisque sur les sanctions contre le régime iranien, la rencontre avec le Premier ministre israélien Emmanuel Macron aujourd'hui sur ces questions de tensions croissantes. Est-ce que, selon vous, il faut durcir ces sanctions? Pour l'instant, vous dites non à plus de 60%, ce qui nous étonne largement. 0826 300 300, venez vous nous expliquer. Ça se trouve, vous avez une raison valable. On vous attend au standard. On est bien entendu à votre disposition jusqu'à 19h. On est de retour dans Les Vraies Voix. On est en direct avec vous jusqu'à 19h. Ravi de vous retrouver. Merci de votre fidélité au quotidien avec Philippe Bilger qui est très en forme. Philippe Bilger, depuis qu'il a mangé sa crêpe de la Chandeleur, ça m'a fait du bien. Elle était bonne. Philippe, elle était bonne cette crêpe. Je risquais l'hypoglycémie, ma chère Cécile, et elle était délicieuse cette crêpe. Tu sais, non mais la fourberie de Philippe Bilger, les prétextes qu'il est en train de trouver pour essayer de manger les crêpes de Philippe David. Il y a l'hypoglycémie. Moi aussi, j'ai la grippe. J'avais besoin d'en manger une. Excusez-moi, moi j'étais prêt à lui faire du bouche à bouche. Non, mais alors commencez pas. Non, mais lui, il n'était pas prêt. Carrément. Lui, il n'était pas prêt du tout. Tu vois ce que je veux dire? Si j'avais pu choisir, mon Dieu. Vous avez préféré la crêpe. Mais
Cécile est déjà prise. Hein. Mais moi, si vous savez, tant que ça rend service, hein, voilà, ça fait plaisir, ça rend service. Françoise de Bois. C'est incroyable quand même que Cécile de Bénébus n'ait pas fait de crêpes aujourd'hui. On a lancé un appel avec Patrick Roger ce matin dans la matinale en disant peut-être qu'elle fera des crêpes comme ça à l'antenne. J'ai fait des gaufres pour vous embêter. Et je vais les manger tout seul. Voilà, comme ça c'est réglé. Gna, 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 gna. Françoise donc de Gaulle est avec nous. Sébastien Ménard, notre patron de la Food Tech, est avec nous aussi. 0826 300 300. Allez, tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Quelque chose a changé définitivement en République islamique d'Iran. Des milliers de manifestants descendent chaque nuit dans la rue pour défiler contre le pouvoir. Mort au dictateur, scande le peuple en colère. Les autorités répriment durement ce qu'elles considèrent désormais comme une insurrection. Je suis en train de les filmer, ils tirent sur les gens. Mon Dieu, ils sont en train de tuer des gens. L'Union européenne déclenche de nouvelles sanctions contre le régime iranien. Les condamnations à mort se multiplient. Les ministres des Affaires étrangères des 27 ont visé des responsables de la répression brutale des manifestations qui secouent le pays. La République islamique, en exécutant les Iraniens, veut se montrer ferme, veut se montrer inflexible. Le rôle de l'Iran dans la guerre en Ukraine a également été évoqué par le chef de la diplomatie européenne. Malgré la répression, les manifestations se multiplient. La question du jour, faut-il durcir les sanctions contre le régime iranien avec cette rencontre entre Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien? C'est l'occasion d'aborder les questions des tensions croissantes qui sont bien fortes, mon cher Philippe. Oui, Cécile, la situation en Iran est de pire en pire, on peut le dire, depuis le début des émeutes en septembre dernier. Ça fait donc plusieurs mois. Il y a une enquête extraordinaire dans Paris Match aujourd'hui qui montre le niveau de corruption du régime. Je vous incite à la lire. Alors vous voulez plus de sanctions pour le régime iranien? Vous pensez qu'il y en a déjà suffisamment et qu'il faut mieux négocier, y compris sur le nucléaire? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour l'instant, pour durcir les sanctions du régime, vous dites non à 52%. Un petit tour de table, Philippe Bilger, avant tout. La question de Sud Radio est tout à fait pertinente. Et en même temps, j'allais dire désespérante pour quelqu'un qui connaît les limites de sa connaissance sur les tragédies iraniennes. J'ai l'impression que en face d'un d'héroïsme singulier ou collectif dont chaque jour nous donne la démonstration, on a un pouvoir qui non seulement ne faiblit pas, mais continue à tuer de plus belle, si j'ose ce terme. Et donc je suis angoissé parce que je me demande si encore une fois le mal ne va pas triompher. Ça me fait très peur et j'ai lu l'excellente enquête dans Paris Match cet après-midi. C'est vrai que c'est un pouvoir ignoble, mais malheureusement l'histoire nous démontre que l'ignoble parfois gagne. Oui, Françoise de Gaulle. Non, moi je pense qu'au contraire l'ignoble perd toujours. C'est-à-dire que quand vous regardez le fil, le fil de l'histoire du XXe siècle ou du XIIe siècle, il y a toujours à la fin les tyrans tombent. Regardez comment termine Mussolini, les pieds pendus. Pendu par les pieds, regardez comment finit Hitler. Moi je crois au contraire que... Staline est mort dans son lit, Kim Jong-un est toujours au pouvoir. Non mais c'est pas le problème, je pense que les tyrans, les tyrans finissent toujours par tomber. À un moment donné, le mur de Berlin est tombé aussi. Après on peut dire qu'il a été remplacé par Poutine, mais je termine sur l'Iran. Bien sûr, je suis pas comme vous, je pense que les sanctions font très mal à l'Iran depuis des années, vraiment. Je pense que la polémique aujourd'hui qui se développe, en tout cas le vrai débat qui se développe sur le fait de placer sur la liste des organisations terroristes les Bassidji, c'est-à-dire les gardiens de la Révolution. Ça fait rage, on voit bien que la France est un peu tiède à cette idée, alors que l'Allemagne veut ouvrir véritablement ce débat. Joseph Borrell, le président du Parlement, a dit écoutez, on ne peut pas décréter parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'il appartient à une organisation terroriste. C'est un peu plus corsé, plus compliqué que ça. Moi, je crois que ça leur fait très mal. Je pense qu'il y a du grain à moudre sur l'accord nucléaire. Parce que on va pas revenir là-dessus, mais il y a aussi un certain nombre de demandes iraniennes qui sont complètement farfelues, bref, notamment concernant le voile, etc. Bref, tout ça pour dire que je crois, moi, à la force des sanctions, et je pense que c'est la voie qu'il faut suivre. Sébastien Ménard. Bien dans le micro. Ouais. Depuis un petit moment, on se rend compte que l'Iran n'est plus une théocratie, c'est une tyrannie. Quand on ferme où on restreint toutes les libertés sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, quand on condamne, comme ça a été le cas il y a quelques heures, deux jeunes amants qui dansaient devant un monument à Téhéran à 10 ans de réclusion.
10 ans et demi. 10 ans et demi, voilà. Mais quand on décide quelque part d'ordonner des condamnations à mort d'enfants, de femmes par pendaison, enfin peu importe, tout ça est totalement dégradant, je dirais, pour la conscience humaine, pour ce qu'on est de plus cher. Donc voilà, il y a plus de lumière aujourd'hui. L'Iran a pu, par le passé, inspirer l'histoire des hommes, de l'humanité, etc. Tout ça est définitivement derrière nous. Aujourd'hui, il faut sanctionner très, 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 très lourdement, je dirais, toutes celles et tous ceux qui font vivre à leur propre peuple la terreur. Il faut les sanctionner. Emmanuel Razavi est avec nous, grand reporter, auteur de cette enquête Iran, l'or des mollahs prend la fuite, publiée aux éditions par Paris Match, pardon. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir Philippe au pluriel, Françoise. Pour ceux qui n'auraient pas... on pose cette question aujourd'hui, faut-il durcir les sanctions contre le régime? Aujourd'hui, nos auditeurs, en tout cas pour ceux qui votent, nous disent non à 53%. On est assez étonnés. Pour ceux qui n'auraient pas lu forcément votre article aujourd'hui dans le Paris Match, si vous pouviez résumer pour qu'on comprenne la situation aujourd'hui. Alors, écoutez, d'abord, je vous remercie de m'inviter. Cette enquête, en fait, on a mis quand même presque 3 mois à la réaliser avec Alfred Yakobzadeh, donc le photographe qui m'a accompagné, et nous montrons à travers cette enquête qu'on a réalisée sur plusieurs pays les trafics du régime iranien. Quand je parle du régime iranien, je parle bien sûr en fait des gardiens de la Révolution. Vous savez, les gardiens de la Révolution, cet organisme paramilitaire qui tient à la fois l'arsenal sécuritaire de l'Iran et plus de 60% de l'économie iranienne. Et on explique comment en 44 ans, puisque ça fait 44 ans que ces gens-là ont pris le pouvoir en Iran, comment en 44 ans, ils ont installé en fait un système de narco-État, de blanchiment d'argent, un système en fait de dérive évidemment mafieuse en même temps que tortionnaire, alors avec des éléments extrêmement précis, parce qu'on raconte les circuits en fait de blanchiment d'argent des gardiens de la Révolution, on raconte, et je veux le dire à vos auditeurs qui pensent qu'il ne faut pas accentuer les sanctions. Vous êtes pour, Emmanuel, vous êtes pour qu'on les accentue, parce qu'elles sont efficaces, elles sont très efficaces. Françoise, on finit. Françoise, je vais vous répondre. Non mais après qu'on aille jusqu'au bout, Emmanuel, si vous permettez. Mais bon, en fait, donc, je suis sur la ligne de Françoise. Il faut accentuer ces sanctions, et je vais expliquer à vos auditeurs pourquoi. L'Iran, et on le raconte dans le papier que nous avons fait avec Alfred Yakobzadeh, les gardiens de la Révolution ont passé des accords. C'est un véritable narco-État. Ils ont passé des accords avec les cartels colombiens et mexicains. Cette fameuse théologie qui nous vend en fait en permanence, si vous voulez, la rigueur morale. Cette drogue, bien sûr qu'elle se répand en fait dans tout le Moyen-Orient, mais elle arrive aussi chez nous. Elle arrive en France, elle arrive dans toute l'Europe. Il s'agit de cocaïne, il s'agit d'héroïne, il s'agit de Captago. D'accord ? Donc ces gens-là, bien évidemment, doivent être sanctionnés. Ils tuent en Iran, ils tuent des enfants, je l'ai déjà dit sur votre antenne quand vous m'avez fait la gentillesse de m'inviter précédemment. Ils tuent des enfants, des gamines de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans qu'ils violent, qu'ils abandonnent sur les trottoirs mortes dans les rues de Téhéran, parce que c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Dans les prisons, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, on les viole, filles ou garçons, presque systématiquement. Et à l'extérieur, en fait, du pays, c'est du terrorisme, c'est une organisation terroriste, les gardiens de la Révolution, et en plus, donc, qui s'appuie, en fait, sur un système de narco-État, avec tout un système de blanchiment d'argent, en fait, qu'on a tracé pendant plusieurs mois avec Alfred, qu'on explique donc dans les colonnes de Paris Match, sorties ce matin. Donc, bien évidemment, qu'il faut sanctionner ce régime qui est dangereux. Là-dessus, je vous rappelle aussi que l'Iran s'est totalement en fait aligné sur les Russes. L'Iran vend des armes aujourd'hui aux Russes, et si je ne me trompe, il me semble que Poutine, c'est un peu l'ennemi quand même aujourd'hui de nos démocraties. Donc moi je pense que pour toutes ces raisons, si vous voulez Cécile, on ne peut pas, si vous voulez, lâcher prise sur les gardiens de la Révolution. Alors par contre, je pense qu'il faut avoir en fait des sanctions très ciblées. Ce que font les Canadiens est très bien. Les Canadiens ont dressé une liste de 10 000 personnes. Il faut les sanctionner sur leurs avoirs et les geler. Emmanuel Razavi, je voudrais vous poser une question. Votre enquête est passionnante. Moi, ce qui me trouble, c'est le jeu de la Turquie, qui est quand même un membre de l'OTAN, et chez qui le régime iranien et ses dignitaires ont open bar. Est-ce que ça ne mériterait pas quand même une explication de texte par le pilier sud de l'OTAN ? C'est une question. Ouais, vous avez raison, Philippe, parce que la Turquie, depuis des années, si vous voulez, souffle le chaud et le froid, est toujours dans la double attitude, pour ne pas dire le double discours. D'un côté, c'est notre allié, de l'autre côté, on le voit bien,
Il négocie avec des gens qui ne sont pas fréquentables. Cela dit, on peut le comprendre parce que la Turquie aujourd'hui a peur de voir en fait de toute façon ce qui se passe en Iran déborder en fait chez elle. Beaucoup d'analystes le disent, en Turquie, Erdogan quand même n'est pas tranquille de voir ces mouvements de manifestation, notamment issus de la jeunesse iranienne, déborder peut-être la jeunesse turque. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les Iraniens utilisent beaucoup la Turquie. Ça commence par là parce qu'il faut peut-être qu'on l'explique aussi à vos auditeurs. La Turquie, c'est un pays frontalier évidemment en fait de l'Iran, et une grosse partie en fait de l'or iranien et de l'argent, si vous voulez, iranien. Il faut savoir que les Iraniens aujourd'hui ne peuvent quasiment plus faire de transferts internationaux à cause des sanctions internationales. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont changer en fait des milliards d'ottomans, enfin des millions, si vous voulez, de dollars ou d'euros en fait en devises sur les marchés turcs. Des marchés qui sont parfois des marchés de contrebande, parfois en fait des bureaux de change, ce qu'on explique, qui sont des bureaux de change tout à fait officiels, mais tenus quand même par des hommes de paille aux ordres des gardiens de la Révolution ou des mollahs. Et cet argent, si vous voulez, il termine sur des comptes de particuliers en Suède, en Suisse ou au Canada. Et ce sont ces avoirs-là qu'il faut arriver à gérer parce que ça représente des milliards. On va faire réagir. On fait réagir les vraies voix. Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard. Pensez-vous vraiment, Emmanuel Razavi, que face à ce bloc de dictature cynique et meurtrière, des sanctions qui relèveront même d'une expression classique mais paroxystique auront de l'effet? Est-ce que vous pensez réellement que une morale infiniment contraignante aura de l'effet sur un pouvoir de ce type? Et même les gardiens de la Révolution, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Très court, parce qu'on va partir au 0826 300 300 et prendre les autres vraies voix. Écoutez Philippe, il se trouve, j'apprécie beaucoup votre question parce que je l'ai posée cet après-midi à un diplomate français avec lequel je discutais et qui me disait en fait qu'il fallait absolument agir, qu'on ne pouvait pas rester sans rien faire parce que ne rien faire équivalait à leur donner blanc-seing pour continuer à pratiquer la terreur, le régime de la terreur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et je crois cela. Et si je puis me permettre en quelques mots, je suis d'origine iranienne. Vous savez, moi j'ai grandi en fait à la fois dans la mentalité iranienne et dans la mentalité française. Je peux vous garantir une chose, l'Iran, c'est une très grande culture, définitivement. C'est une culture, je l'espère, qui a encore de beaux jours devant elle. Mais la mentalité iranienne n'est pas la mentalité française. Et ces gens-là, je parle des gardiens de la Révolution, je parle des mollahs, ils ne comprennent pas, si vous voulez, notre sens, comment dire, de la diplomatie. Ça ne leur parle pas. Ils nous prennent malheureusement, ils nous prennent pour des faibles. Et ce qui marche très bien, si vous voulez, avec une démocratie occidentale que nous pourrions avoir comme interlocutrice, malheureusement, ne marche pas avec eux à l'épreuve des faits depuis 44 ans. Donc je pense qu'il faut durcir. Restez avec nous, 0826 300 300. Frédéric est avec nous. Vous vouliez intervenir, Frédéric, il y a une réaction. Frédéric, vous êtes là? Ah, il y a un problème de ligne avec Frédéric. Deux fois. Françoise Degois, court, et Sébastien Ménard, court. Très court, je suis sûr que Emmanuel sera d'accord, évidemment, j'en suis persuadé. Pourquoi il faut durcir? D'abord parce que ça touche exactement ce qui fait mal, c'est-à-dire ça touche l'argent. Dire que les sanctions ne marchent pas, c'est une foutaise. Ça marche sur les oligarques russes, ça marche sur les dignitaires iraniens. Deuxième point, les mollahs, ça n'est pas une organisation homogène et monolithique. Ok, même si Ali Khamenei est monolithique, vous avez des grands dignitaires qui ont conscience de leurs intérêts. Et troisième point, l'Iran n'est pas un pays aimé par ses voisins. Et donc l'Iran n'est absolument pas fort comme il veut donner le sentiment qu'il l'est en pendant des adolescents de 17 ans. On a retrouvé Frédéric, 0826 300 300. Frédéric. Oui, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que concernant les sanctions contre l'Iran, je suis toujours un peu partagé quand on parle de sanctions, parce que je vois qu'on en a prises contre les Russes, contre la Corée du Nord, contre les Afghans, l'Afghanistan, et je vois les résultats et je suis donc pas convaincu. Mais par contre, effectivement, elles sont nécessaires. Mais il faudrait, d'une part, qu'on cible uniquement ces sanctions contre les personnes. Et les personnes, on peut les identifier, comme l'a dit l'auteur de l'article de Emmanuel Razavi. Emmanuel Razavi. Voilà, on connaît cette minorité qui tient le pays, que la force internationale ne vise que ces gens-là et qu'on essaye de mais encore d'une manière plus puissante et sur on va dire le trafic de drogue dont on peut dire qu'ils organisent tout ce trafic à partir de l'Iran. Je pense que si nous, les Occidentaux, on réunit nos moyens, on se met d'accord, etc., ça demande une logistique énorme. On est capable d'atteindre cette logistique et on est capable de faire beaucoup de mal à cette logistique. Mais voilà. Mais encore faut-il qu'on se mette d'accord. Oui, c'est ça. Donc, et qu'on ait une voix forte.
qu'on ait une loi forte. Sanction chirurgicale, Sébastien Ménard. Oui, financier. Oui. C'est l'argent et l'assurance vie de tous les régimes tyranniques depuis que le monde est monde. Quand vous asphyxiez les tyrans sont moins bien entourés, moins bien gardés, moins bien protégés, etc. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez faire pivoter tout un système. Emmanuel Razavi, peut-être sur le mot de la fin. Non, mais écoutez, moi je partage ce qui vient d'être dit là par Sébastien Ménard. Évidemment, le meilleur moyen en fait d'affaiblir aujourd'hui les dirigeants du régime qui sont à la tête en fait de ce système mafieux et en même temps terroriste, évidemment, c'est de leur couper les vivres. Et quand on sait qu'une grosse partie de leur argent est à l'extérieur en fait de l'Iran, placé dans des pays sur lesquels on peut tout à fait faire pression pour appliquer ces sanctions de façon ciblée, évidemment, c'est le meilleur moyen aujourd'hui, si vous voulez, de circonscrire en fait ce régime de la terreur et à terme de le faire tomber. Je dis même pas de les faire céder, c'est de le faire tomber. Merci en tout cas Emmanuel Razavi et merci beaucoup grand reporter et auteur de cette enquête Iran lors des Mollahs prend la fuite publiée dans Paris Match. Allez voir et achetez Paris Match et lisez cet article incroyable, ce papier incroyable, cette enquête de dingue. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le quiz avec notre ami Frédéric qui devra choisir entre Philippe Bilger, Françoise Degois ou Sébastien Ménard. Je crois qu'il tourne la roulette. C'est la roulette. Vous restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Là, c'est Camille. Et ça se chicane, là, sachez, oui, c'est moi qui vais gagner, puis non, c'est moi qui vais gagner, c'est moi qui vais être choisi. Bienvenue dans les vraies voix, puisque c'est l'heure du quiz avec Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le quiz de l'actu, c'est avec Frédéric, notre auditeur, vraie voix auditeur de talent, hein, puisqu'on a dit hors antenne que vous aviez du talent, Frédéric, et on verra si ce talent se prolonge sur le jeu. Et vous allez choisir de jouer contre qui, cher Frédéric ? Je suis obligé de choisir Françoise, qui m'a quand même bien provoqué avec son 9-0. Mais comme j'ai fait ma maline, j'ai frimé, je vais perdre ce soir. Voilà. Alors on démarre tout de suite ce quiz. Donc vous êtes avec Philippe Bilger, avec Sébastien Ménard, et on rappelle à vos comparses que c'est vrai. À partir du moment où le succès est partagé, je blague parce que... Et si vous gagnez, on dirait que c'est Philippe Bilger. En tout cas, vous laissez d'abord Françoise Degois ou Frédéric répondre avant de les aider. Allez, c'est une question football. Quel joueur de l'équipe de France de foot a annoncé sa retraite internationale? Non. Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai pas entendu. Bah oui, vous entendez ce que vous voulez dire? Non. Ça c'est la gauche, ça, ils entendent que ce qu'ils veulent. On laisse d'abord Frédéric et Françoise répondre. Oui, vous avez ça répondu. Mais vous avez la bonne réponse. Parce que Frédéric a dit Lloris et non c'est Varane. Non, c'est moi, c'est Varane. Il faut que vous attendiez la fin de la question. Non, pas du tout. Non, vous n'allez pas recommencer avec vos règles de ville. Non mais Françoise, vous savez pourquoi il faut attendre la fin de la question? Parce que nous avons des auditeurs qui aimeraient jouer. Oui, d'accord. Voilà, c'est une bonne raison. 2 points pour Françoise Degois. Question russe. Pour quelle raison des entreprises russes ont promis des récompenses allant jusqu'à 66 000 € aux soldats? S'ils vont sur une ligne de front quelconque? Non. Frédéric? Une proposition? Bien, s'ils ramènent un Ukrainien? Non. S'ils acceptent de rester une durée sur le front? Non. S'ils envoient leurs collaborateurs, s'ils recrutent? Non. 3 propositions? S'ils restent au moins 3 mois engagés? Non. 3 propositions. Allez. Premièrement, en cas de désertion. Deuxièmement, en cas de destruction d'un char occidental. Troisièmement, en cas de protection de leur siège social. Bonne réponse. Françoise Degois était la plus rapide. Les chars. Oui, absolument, Frédéric. Et ça pourra faire 200 000 € pour un avion de chasse. Voilà. Mais vous l'avez dit trop tard, malheureusement, puisque Françoise Degois l'a dit avant vous. Voilà. Et il propose aussi... C'est vrai que je suis avec... oui, et il propose aussi 200 000 € s'ils détruisent un F-15 ou un F-16, ce qui est un avion de chasse, un peu comme Philippe Bilger. Voilà. Et c'est une question Île-de-France. Allez. Qu'est-ce qui a fait perdre plus de 10 millions d'euros à l'Île-de-France Mobilité? La RATP. La grève du 31 janvier. Non. L'inflation? Non. La gratuité dans les transports? Non.
Qu'est-ce qui peut faire Allez, perdre? je vous aide. Les fraudes au tourniquet, les demandes de remboursement pour grève ou un trafic pass Navigo à prix réduit. Trafic pass Navigo. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Ah oui, il a dit en même temps que Frédéric, effectivement. Bravo Frédéric. On est ensemble. Voilà. De toute façon. Donc ça effectivement, fait 3 fois 2, 6 points. Non, t'es à 1 parce qu'il y a 3 propositions, t'as pas 2 points. Allez, on y va. Question argent. Alors ça, c'est pour Ménard. Par quoi va être remplacée l'effigie de la reine d'Angleterre sur les billets de banque australiens? Par Charles? Non. Un kangourou? Non. Un koala? Non. Mais un autre animal, une baleine? Non, c'est un peu plus complexe que ça. Non. Ah bon, Charles avec une baleine dans les bras? Tiens, plus complexe. Vas-y, plus complexe, c'est un animal. Non. Eh bien non, on vous donne la réponse, parce qu'il y en a déjà une, ce sera par un motif autochtone. Ah, c'est bien, c'est beau. Voilà, un motif autochtone. Voilà. C'est beau, c'est beau. Allez, dernière question. Allez. 3, de toute façon, on peut pas être... Question chandeleur. Pourquoi fête-t-on la chandeleur? En fait, c'est la fin du carême. C'est la fin de. C'est la fin. Non, c'est la fin. Eh bien, c'est les Lumières. C'est la fin de l'hiver. Non, c'est la fin. C'est le solstice. Non, le solstice, c'est le. Pour faire plaisir à Philippe Bilger. Non, mais je le sais en plus que c'est la chandeleur. Allez, 1. En hommage à l'invention des crêpes. 2. Fête religieuse qui clôture la période de Noël et l'épiphanie. 3. La fin du premier mois de la nouvelle année. La fin du premier mois de la nouvelle année. Absolument pas. C'est la 2. C'est la fin de l'épiphanie. Mes pauvres amis, à 3 contre 1, vous n'avez pas réussi à m'abattre. Aïe, Frédéric. On a fait combien? On a perdu, Frédéric. 6-2. On a perdu 6-2. Françoise Debois vous a retourné comme une crêpe. Oui, mais elle n'a pas fait 9-0. Non, elle n'a pas fait 9-0. C'est absolument vrai. C'est pas la peine de faire de la cybersécurité. Vous restez avec nous, puisque vous êtes notre vraie voix jusqu'à 19h. Dans un instant, le coup de cœur de Philippe Bilger. Et ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Ce sera avec Félix Mathieu. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et les vraies voix sont avec nous en direct sur Sud Radio tous les soirs avec notre ami Philippe Bilger. Ça va, Philippe? Très bien. Tant mieux. Avec Françoise Debois qui n'est pas là tous les jours. Oui, et tant mieux. J'apprécie. Oui, et j'apprécie assez peu. Avec Philippe Bilger, vous avez choisi mon ami, notre ami. Moi, je ne suis pas votre ami. Moi, je suis votre ennemi de classe. Non, vous avez bien raison. Vous êtes ma passion. Alors, vous avez 2 ennemis. Mon ami de classe, surtout de minibus, parce que 2 minibus. Moi, j'aime Françoise Debois. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà. Et la fourberie. Le fourbe et la fourberie. Et à côté de vous, la hyène. La hyène. Sébastien Ménard. Comme une hyène. J'ai jamais dit qu'il était une hyène. Non, mais j'ai riais comme une hyène. Tu veux pas rire une fois pour que les gens entendent? Non. Vous n'êtes absolument pas drôle. Allez, après ce coup de massue, c'est le coup de cœur de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Oui, c'est un coup de cœur pour des chercheurs américains et canadiens qui ont capté des signaux radio, pas ceux de Sud Radio, mais possiblement extraterrestres. Oh, alors, j'adore. il n'y en a même pas un seul, mais 5 qui ont été captés, ce qui peut porter à croire que parmi les 820 étoiles scrutées, autour de 5 d'entre elles, il existerait de la vie. Téléphone maison. Alors personnellement, j'ai toujours cru que nous n'étions pas seuls dans l'univers. Dans votre tête, c'est sûr que vous n'êtes pas seul. C'est sûr. Et j'avoue, Cécile, et je pense que vous avez le même rêve, rêver un jour qu'il y ait parmi nos débatteurs un extraterrestre ou une extraterrestre dans les vraies voix. J'imagine déjà les réponses à ces arguments aussi crédibles que ceux de Françoise Debois. Ça c'est Ménard qui réagit. Voilà, ça y est, il a rigolé. T'imagines, tu penses que c'est un vrai rire d'acteur de cinéma? C'est le sien, vraiment. Ça te dit tout du mec. Tu l'écoutes rire, t'as compris. Le mec aurait de l'élévation au moins. Merci Philippe. Non mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Oh, j'adore, ça me fascine. Moi. Et alors les sons, Philippe? C'est des sons radio, mais c'est des sons radio comme des ondes radio terrestres, comme les ondes de Sud Radio. Ouais. T'avais pris quoi? Comment? T'avais pris quoi? Ah mais j'ai rien pris, moi je fais pas partie des chercheurs américains et canadiens. Non mais moi ça m'a toujours fasciné. Alors, moi j'ai toujours fasciné par les... Il y a un très beau bouquin que je vous recommande, que j'ai dévoré il y a 3 semaines, de Nathalie Cabrol, qui s'appelle À l'aube de nouveaux horizons, qui est évidemment une de nos plus brillantes scientifiques, qui est
biogénéticienne et biologiste, astrobiologiste, et qui explique dans ce livre que on a probablement 25 à 30 civilisations avancées dans l'équivalent de la galaxie, et que toutes... alors, et elle parle aussi des civilisations invisibles. Elle dit par exemple, sur la Terre, vous avez une civilisation invisible, les plantes, les arbres, leur hiérarchie, la façon qu'ils ont de communiquer entre eux. En fait, on est tout à fait dans l'obscurité, nous, on est ethnocentré, on pense que tout autour de nous, mais c'est magnifique. Bravo d'avoir dit ça, parce qu'on va découvrir, évidemment, dans 2 siècles, 20 siècles, 30 siècles, qu'on n'est pas seul, et on va peut-être même créer des liens. Vous pensez que c'est plausible? Moi, je pense, mais c'est pas plausible, c'est scientifique, en fait. Lisez ce bouquin exceptionnel, je vous le redonne. Écoutez, je fais la promo, parce que, bon, elle n'a pas besoin, allez, c'est toujours... Elle s'appelle Nathalie Cabrol, À l'aube de nouveaux horizons, c'est exceptionnel. Sébastien Ménard, vous qui êtes le dernier venu parmi les vraies voix, imaginez-vous un extraterrestre qui débarquerait dans le studio de Sud Radio pour les vraies voix, qu'est-ce qu'il penserait? Bon, alors on va déjà libérer la place, on va envoyer Françoise sur Mars. J'adore, mais alors là, j'adore. Elle va gauchiser. Déjà, je vais prêcher le petit livre rouge sur Mars. Sur la planète rouge, ça va aller très bien. Mon Dieu, comme ça, que Dieu nous en préserve. Vous êtes toujours aussi jupitérien. La déesse de la guerre. Et notamment Athéna, mais c'est la déesse aussi de la paix. Mars, et Athéna, moi je suis... Et le voyage est pour nous, Françoise. Non, pour Elon Musk, je vais faire payer à mon ami Elon. Ah non, mais moi ça me fascine. Moi ça me fascine. Vous pensez un extraterrestre dans il le faut, studio machin, tout ça, ça me fascine. Non, mais je pense que c'est extraordinaire. Les objets volants non identifiés. J'ai vu passer cette info, je trouve ça magique. Alors j'ai pas été technique, il y a des années-lumière et tout, j'ai rêvé en lisant l'actu. Ah non, mais c'est canon, franchement c'est... J'ai eu la chance il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, d'aller dans le désert d'Atacama, c'est-à-dire que l'observatoire d'Atacama est le plus haut du monde, il est à 5200 mètres, et en fait, ils observent, c'est complètement délirant, ils observent les planètes mortes. En fait, non, ils observent le passé des étoiles. On regarde, c'est extraordinaire. Voilà, alors, on est comme des enfants devant les télescopes, c'est délirant. Faut aller vérifier tout ça, François. Allez, jingle. Vous t'envoyez moi par 10 mètres de fond. On va l'envoyer par 10 mètres de fond, on va l'envoyer nager avec des bottes en ciment dans la Seine, et ça coûtera beaucoup moins cher. Et on aura une place de libre pour accueillir nos amis. E.T., tu es bienvenu, Ménard est barré. On l'a dessoudé. On l'a dissolvé. Allez, tout de suite, ça fait les bottes en ciment, tu les vois? Arrêtez de me faire rire, c'est vrai. Et il faut que les gens comprennent. Vous comprenez? Il faut que les gens entendent Sébastien Ménard rire. Ça fait du clic. Ils ont acheté ces insectes en bois. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. De Goua Maison. Allez, une sénatrice, Félix Mathieu, écologiste, utilise le site d'intelligence artificielle ChatGPT pour rédiger son intervention au Sénat. Et Monique de Marco, sénatrice écologiste, entendait protester contre la suppression d'une matière en classe de 6e, suppression de la technologie. Alors, pour rédiger sa question, eh bien, elle a décidé de jouer la carte technologique, justement. Pour susciter votre intérêt pour cette matière, j'ai donc choisi d'interroger ChatGPT pour formuler ma question. Le gouvernement peut-il détailler les motivations et les conséquences prévues de la suppression de la technologie en 6e et comment cela impactera les compétences futures des jeunes dans un monde de plus en plus numérique? Un procédé qui n'a pas décontenancé le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Madame la sénatrice de Marco, je n'ai pas besoin d'intelligence artificielle pour vous répondre. L'école de la République ne peut pas laisser de côté un quart à un tiers des élèves de 6e avec des difficultés possiblement insurmontables en français et en mathématiques. L'Éducation nationale qui explique vouloir concentrer la techno sur la 5e, la 4e et la 3e afin de dégager du temps en 6e pour ces deux matières, le français et les maths. En tout cas, vous l'aurez constaté, contrairement à Sciences Po, eh bien, le Sénat n'a visiblement pas encore interdit ChatGPT dans dans son règlement intérieur. C'est un souci quand même, ce ChatGPT quel là. humour il a. Moi, je pense qu'il devrait venir faire un petit stage chez nous. Oui. Ça le déverrouillerait un peu. On est là un jour où il y a Ménard qui rigole pendant 2 heures. Là, le gars, il rentre, il appelle pour être interné. Ou alors, il part tout de suite. Remarquez, entre une hyène et des extraterrestres, c'est vendeur quand même. Venez donc parmi nous, voilà. On se sent un peu en sursis.
Mais toi, t'es hibernatus, alors ça vous fait peur, ChatGPT, justement voilà, C'est-à-dire que Philippe, c'est même pas de quoi vous parlez. Le fait de pouvoir faire un discours. Non, mais le fait d'utiliser une application, une application à qui vous demandez, vas-y, fais-moi une dissertation sur les ovnis, par exemple, et ça va vous écrire une dissertation. Ça ne me fait pas peur, Cécile, mais je crois pas que je ferai appel à ça. Ouais, mais pour les gamins, enfin pour les jeunes, voilà, ça va être un souci quand même. Pour les articles, pour les journalistes, pour l'information, pour tout ça. Probablement, vous savez, il y a déjà des expériences d'une télé dont je tairai le nom, qui est basée à Lyon et qui fait appel à l'intelligence artificielle maintenant pour monter les sujets des reporters. Donc ça existe, ça arrive déjà dans le monde des médias. Donc non, je pense que rien de toute façon à la base ne pourra remplacer la subtilité humaine. Voilà, tout simplement. Pour certains journalistes, on espérerait qu'il y a un... Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour être plus sérieux, c'est qu'on ne connaît pas finalement quel est le biais technologique derrière ça. Parce que c'est le web de demain, ce sont des technologies d'intelligence artificielle pour vraiment adresser le futur. Aujourd'hui, ce qu'on utilise, qu'on se le dise, c'est paramétré par des hommes. Voilà, donc c'est le génie humain qui a paramétré tout ça. Les nouvelles innovations, à travers les nouveaux moteurs de recherche qui vont arriver, ce sont des machines qui s'auto-alimentent, qui pensent, qui anticipent et qui, quelque part, nous rétrocèdent le fruit de... Il est en train de nous faire 2001 Odyssée de l'espace. Mais c'est un peu ça. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, je crois que, justement, c'est une fantasmagorie illusoire. Eh ben d'accord, merci pour tout ça, Françoise. Merci pour ce que vous êtes, ce que vous apportez à la France. Merci pour ce que vous faites. Mais ne changez rien. Françoise n'est pas une fantasmagorie. Non, pas du tout. Mais je vais expliquer à Sébastien Ménard ce que ça veut dire. Ça a l'évidence, tu ne connais pas cet adjectif. On reste ensemble dans un instant. Le coup de projecteur du justement Gabriel Attal qui insiste sur le rapport au travail et met en avant ces 4 jours expérimentés à l'URSSAF en Picardie. Est-ce que vous, c'est la question qu'on vous pose, 36 heures, 4 jours, vous aimeriez travailler à ce rythme? Vous dites oui à 63%. Ben, venez nous le dire, on vous attend au standard. 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes de retour après cette petite pause, petit bilan avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. On demande bien, la bilan de l'émission pour le moment c'est 0. Hein, un petit bilan de vous, Françoise. Parce qu'on a pris des notes. Moi, j'ai gagné le quiz. On va vous donner une note. On va lui donner une note entre 0 et 20. Vous lui donneriez combien, Philippe? Je lui donnerais aujourd'hui, carrément 18. Ouais. 18. Moi, je lui oui, parce qu'elle respecte les règles, elle sait s'arrêter, elle est toujours intelligente, ça, on n'en a jamais douté. Ouais. Et puis elle commence à s'insérer dans une discipline collective. Non, mais il y avait quoi dans la crêpe que vous avez mangée? Sébastien a pu parler. La méchanceté bulgérienne. Et ben dans quelques instants, on reviendra sur ces 4 jours et ces 36 heures par semaine expérimentées à l'URSSAF en Picardie. Vous nous donnez votre avis à 0826 300 300. Est-ce que vous seriez prêt à utiliser ou travailler à ce rythme? Vous nous dites oui à 62%. Donc n'hésitez pas à nous appeler en attendant. Soyez les bienvenus. C'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, Pinot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Et on démarre par un hommage, Philippe Bilger. Ah oui. Philippe Tesson est mort et vraiment j'ai changé. Vous avez bien voulu accepter mon changement. C'est quelqu'un que j'ai croisé assez souvent, avec lequel j'ai parlé un peu aussi bien dans des débats qu'au Petit Théâtre dont il était le propriétaire. J'ai rarement vu un homme plus spirituel. Et quand je le voyais, il me faisait un peu penser à ces abbés très très fins, très intelligents du XVIIIe siècle, et qui étaient capables de montrer une jeunesse infiniment plus exaltée, enthousiaste que celle de gens qui pourtant étaient plus jeunes
que en âge. C'est quelqu'un qui va beaucoup me manquer, n'exagérons rien en tant qu'ami. Son sourire et sa gentillesse vont nous priver d'une personnalité assez exceptionnelle, et il a des enfants qu'il a très bien éduqués qui sont de cette même aune. Donc c'est quelque chose d'affligeant, mais il avait 94 ans. Oui, absolument. Rappelons que c'est un journaliste, un patron de presse. Patron de presse. Il ne les connaissait pas. Pour passionné de théâtre. Moi aussi, comme vous, Philippe, j'ai eu l'occasion. Il m'a invité à plusieurs reprises dans son petit théâtre de poche, à Montparnasse, dont il était le propriétaire. Sa fille également jouait. Et en fait, il organisait des débats politiques. C'était très très drôle. On se mettait sur la courge avec Christophe Barbier devant le public. Il disait d'accord, pas d'accord. Il avait un vrai goût du débat. Moi, j'ai beaucoup débattu avec lui à Radio Classique, également à iTélé, avant que ça soit CNews. C'était assez délicieux. Alors, avec une pensée quand même très conservatrice, mais je ne sais pas pourquoi, l'attachement que j'ai aux conservateurs. Je suis attaché à Philippe Bilger, qui est un vrai conservateur, et Philippe Tesson est un vrai conservateur. Ah oui. C'est pas la peine de le nier, mais il y avait une intelligence, une structuration de sa pensée qui m'a toujours, il m'a toujours touché avec son grand regard bleu, comme ça. Il était malicieux, une vraie gourmandise de la vie. Vous parliez de son fils, bien sûr, Sylvain, et c'est marrant, je ne sens pas du tout la même humanité chez Sylvain Tesson que chez Philippe Tesson, qui était véritablement extrêmement humain. J'adorais cette phrase. Il disait « Je suis devenu journaliste, c'est-à-dire un écrivain du moment », ce qui était une très jolie phrase. Sébastien Ménard. Modestement, moi je pense que son esprit nous survivra, son verbe aussi, puisque je me souviens, et je l'ai beaucoup lu, beaucoup écouté, donc son verbe aussi nous survivra, et puis il a une suite, effectivement. Je suis moins sévère que Françoise. Moi je trouve son fils qui est un érudit voyageur, un espèce de passionné de la littérature, qui en plus nous fait partager, je dirais, son goût pour le grand monde. Et voilà, donc un bel hommage. Merci Philippe d'y avoir pensé. Françoise, l'allocution du pape au Congo, magistrale selon vous? Ah oui, c'est magistral. J'ai été extrêmement touché par le discours du pape en République du Congo. Alors vous savez que vraiment la République du Congo, il y a 47 ou 50%, comment dirais-je, de pratiquants catholiques. Et il a eu un discours très fort. Alors c'est toujours la vertu de ce pape, c'est-à-dire que socialement, il est très très fort, très très social. Et après, sur le plan des valeurs et des mœurs, il est plutôt conservateur, si c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il a vraiment eu des mots forts. Je vais vous les livrer parce que je trouve que c'est absolument d'actualité. Il a demandé, il adresse véritablement à tous les gens, c'est pas simplement les Français, c'est également pour les Russes, c'est également pour les Chinois. Retirez vos mains de la République du Congo. Il faut en terminer avec le colonialisme économique. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas simplement une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. J'ai trouvé ça extrêmement puissant. Je trouve que c'est un message qui n'est pas gnangnan, c'est quelque chose qui dit beaucoup. Je rappelle, par rapport au Congo, 100 millions d'habitants. Le Congo, aujourd'hui, a les plus grandes réserves de cuivre d'Afrique et les plus grandes réserves mondiales de cobalt, plus des réserves de métaux rares qui sont nécessaires pour les batteries, pour de smartphones et voitures électriques. Et la moyenne de salaire mensuel ou journalier des habitants, 100 millions d'habitants qui vivent en moyenne avec $2 par jour. Je trouve, voilà, on dira c'est le pape, etc. Mais ce discours-là, à ce moment précis de l'histoire qui s'accélère aussi en Afrique avec cette façon de chasser les Français, de plus en plus l'influence française. C'est très politique, comme il est éminemment politique, François, bien sûr. Hein, vraiment, c'est une tête politique. Mais retirez vos mains de l'Afrique. Je trouve ça magnifique parce qu'on voit bien, barre-toi, enlève tes sales pattes, tu vois. On voit l'image. Ça m'a énormément touché. On aurait peut-être je dirais amen. Ouais, super. Non, j'aime bien parce que autant il y a des positions du pape François qui m'ont énervé parce que c'était le fait d'un politicien, autant là je trouve qu'il atteint une politique supérieure qui relève de la morale absolue. Oui, de la diplomatie internationale. Absolument. Sébastien Ménard, premier de chaque mois on augmente les prix. Bah oui, moi c'est un peu plus léger. On nous avait habitués au marronnier, donc augmentation, ce qui vous attend au 1er janvier, augmentation, ce qui vous attend au 1er septembre. Et il y avait évidemment le lot d'annonces d'augmentation, la revalorisation des prestations sociales, augmentation des tarifs des redevances. Désormais, puisqu'on n'arrête pas le progrès,
je me rends compte que c'est le premier jour de chaque mois que déboulent les annonces sur le mode, ce qui change, ce qui augmente. Je ne sais pas si vous êtes allé faire vos courses récemment. Moi, je remercie ma femme parce que je l'ai fait peu, mais je les ai fait ce week-end. Et donc, on se rend compte que on nous promet là pour le mois de mars, un mois de mars rouge avec une inflation de 15 à 17% sur les produits de grande consommation. Puis, on nous dit que, rassurez-vous, le niveau de l'inflation va redescendre pour se stabiliser autour de 10% et on devrait finir l'année à 5%. Voilà. Bref, les courses vont continuer de nous coûter de plus en plus cher. Moi, je suis inquiet, je dirais pas inquiet pour moi-même, mais enfin inquiet pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Même si on nous dit que la grande distribution négocie actuellement, je dirais, les prix, si c'est pour écraser nos petits producteurs, nos agriculteurs, etc., je ne suis pas sûr que les choses vont s'arranger. Donc les prix vont baisser. Mais non, les prix ne vont pas baisser. Ce qui va baisser, c'est l'augmentation qui va baisser. Je ne sais pas si vous voyez la petite utilité. Je me moque souvent de Françoise avec la petite inflexion. Vous vous rappelez, Michel Sapin. Quand on s'est habitué à payer 2 € de plus, on va les garder en fait. Donc j'aspire à un truc, enfin j'espère que si on peut m'entendre, il est donc de temps de faire une augmentation, de faire une pause dans l'augmentation, parce que si le premier de chaque mois est une augmentation, le 31 du mois, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est une stagnation de salaire. Et ça bouge pas. Donc c'est mon coup de gueule de la part de quelqu'un qui a connu à ses débuts des fins de mois difficiles, et surtout les 30 derniers jours, comme disait Coluche. Oui. Merci beaucoup Sébastien. Une petite réflexion. Oui, Michel-Édouard Leclerc qui a décidé de faire des efforts dans les négociations commerciales, c'est-à-dire dans les négociations avec les producteurs, avec les intermédiaires et l'agroalimentaire, croisons les doigts pour qu'il le fasse, a eu une phrase très juste, l'Ukraine a bon dos. Et moi je trouve que c'est une super phrase, l'Ukraine a bon dos. Voilà, c'est un bon résumé. Vous restez avec nous dans quelques instants, le coup de projecteur, et on parle du travail, de la valeur travail, 36 heures pour 4 jours expérimentés. C'est à l'URSSAF en Picardie. Est-ce que vous êtes prêt à travailler, en tout cas à utiliser ce rythme? Vous dites oui à 62%. Et on a envie de vous entendre. Venez nous le dire. 0826 300 300. Nous sommes follement contents de vous accueillir tous les soirs dans ce grand bus avec bien sûr le minibus de minibus et puis le David Bus avec Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois est avec nous et ce soir Sébastien Ménard, notre entrepreneur, est avec nous, et tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et en pleine réforme des retraites, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être entendu, Gabriel Attal insiste sur ce rapport au travail, et il met donc en avant cette semaine des 4 jours expérimentés à l'URSSAF en Picardie et 36 heures. Et c'est la question que l'on vous pose: est-ce que vous seriez prêt à travailler à ce rythme? Pour l'instant vous dites oui à 62%. C'est quelque chose qui c'est l'avenir finalement, l'emploi, de changer sa façon de travailler, Philippe Bilger. Alors Cécile, pour une fois je voudrais raconter rapidement une anecdote que j'ai connue quand on m'avait bombardé, chef d'une section du droit bancaire. D'accord. Et j'avais une équipe de 30 personnes, fonctionnaires et magistrats sous mes ordres, et à un moment donné, je considérais que à partir du moment où le travail était fait, eh bien, les gens étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. D'accord. Ils pouvaient, les femmes notamment, pouvaient rentrer chez elles, et eh bien, il n'a pas fallu 8 jours, Cécile, pour que ce soit interdit, parce que je n'avais pas le droit d'organiser le temps de travail de ces gens-là de la manière que je souhaitais. Et donc j'arrive au sujet. Moi, je suis partisan de toutes les innovations sociales à partir du moment où on a la certitude que le travail est fait. Que sa responsabilité. Alors, je pense que après il y a des modalités déterminées, mais je suis très favorable à ces expériences. Françoise Degois. Alors c'est très concret. D'abord, je salue Pierre Laroutourou quand je pense que Pierre Laroutourou a amassé pendant des années dans le débat public avec sa proposition. On lui a pas dit bonjour. Mais on l'a pas dit bonjour, mais je le salue parce que je voudrais qu'on se souvienne tous à quel point il a ramassé ce qu'il a ramassé sur la semaine de 4 jours. Je voudrais juste donner les chiffres de l'expérience de la semaine de 4 jours en Nouvelle-Zélande. Unilever l'a expérimenté et ils le reconduisent. Pourquoi ? 33% de stress au travail de diminution, sentiment de motivation augmenté de 15%, productivité de 34%, l'absentéisme a chuté de 34%, le conflit vie personnelle, vie professionnelle n'existe plus à 67%. Unilever reprend donc sans limite de temps la semaine de 4 jours, c'est-à-dire 100% du salaire, tout en travaillant 80% merci Françoise, du temps. le débat est fini. Voilà, merci. Je voulais donner ces chiffres.
de débat. Alors, je voudrais dire que évidemment, il faut être moderne, il faut être ouvert, il faut être souple. Il faut aussi être opportuniste, c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, il faut regarder ce à quoi aspirent. Moi, je ne parle jamais de mes collaborateurs, mes employés, je dis mes collègues. Voilà, même si j'en ai la charge et la responsabilité. Mais il ne faut pas oublier que c'est pas pour tout le monde et c'est pas possible tout le temps. Vous voyez, il y a des activités où vous avez besoin d'avoir, je dirais, enfin moi, dans mes entreprises, notamment sur ce qu'on vend, on a besoin d'avoir des gens joignables 7 jours sur 7. Donc, il y en a pour lesquels la semaine de 4 jours, c'est compliqué. C'est pas possible. Justement, Pierre Larouturou, merci d'être avec nous. Vous êtes député européen. Bonsoir. Et vous vous battez, d'ailleurs, depuis 30 ans, pour la semaine des 4 jours, mais avec 32 heures de travail. Donc là, on est passé à 36. Est-ce que c'est une avancée déjà de réfléchir sur une semaine de 4 jours? Oui, c'est quand même paradoxal parce que le gouvernement nous dit qu'il faut travailler plus et en même temps, un des ministres nous dit qu'il faut expérimenter la semaine de 4 jours. Ça veut dire qu'on voit bien qu'ils ne sont pas tout à fait sur leur analyse. Et Françoise de Gaulle a dit que ça fait 30 ans que je me battais pour la semaine de 4 jours. C'est vrai, mais ce n'est pas moi qui ai lancé le débat. C'est Antoine Riboud. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En 1993, le patron de Danone, Antoine Riboud, un des grands patrons qui était en même temps un humaniste, mais qui est aussi un humaniste qui se rend compte qu'on fait des gains de productivité avec les robots, avec les ordinateurs, avec les gens qui sont de plus en plus qualifiés. Il se rend compte qu'on produit beaucoup plus avec un peu moins de travail. Ça n'est pas la fin du travail, mais on produit objectivement presque 2 fois plus en 30 ans avec un peu moins de travail, 20% de travail en moins. Antoine Riboud dit, ou bien on accepte que 20% des gens soient au chômage, 0 heure par semaine, ou bien on réduit le temps de travail pour tout le monde. Et Antoine Riboud lance le débat, et nous derrière, on a obtenu une loi qui permettait dans 400 entreprises de passer à 4 jours. Si vous mangez un yaourt Maminova, si vous mangez du jambon Fleury-Michon, peut-être que vous ne le savez pas, parce que le coût n'a pas augmenté d'1 centime, mais tous les salariés de Maminova ou Fleury-Michon sont tous passés à 4 jours, 32 heures, 4 jours, 32 heures, et l'entreprise a créé des emplois, y compris pour les commerciaux. Quand Antoine Riboud dit qu'il faut passer à 4 jours, il ne dit pas qu'on va éteindre l'électricité le jeudi soir et que l'usine ou les commerciaux s'arrêtent 3 jours par semaine. Mais justement, on va créer des emplois. On va embaucher d'autres personnes. Et si votre entreprise était ouverte 6 jours par semaine, elle restera 6 jours par semaine. Il y a des hôpitaux qui ont voulu expérimenter la semaine de 4 jours en disant, évidemment, on est ouvert 365 jours par an, 24 heures sur 24, mais les infirmières pourraient peut-être avoir une vie active plus agréable et plus longue si elles n'étaient pas crevées, donc y compris dans les métiers de la santé. Ça a du sens, si on règle les problèmes de formation, de passer à 4 jours. Mais donc la bonne nouvelle, c'est que le débat était devenu tabou depuis les 35 heures, parce que les 35 heures, il y a eu des ambiguïtés, y compris à l'hôpital, c'était un énorme bazar, parce qu'on n'a pas recruté d'infirmières, donc ça avait tué le débat, et que maintenant, Françoise de Gaulle a dit, dans plein de pays, le débat revient sur la semaine de 4 jours, et tous ceux qui l'ont expérimenté, tous ceux qui l'ont expérimenté se disent, mais putain, c'est génial pour la qualité de vie, c'est génial pour les recrutements. Aujourd'hui, il y a le patron d'un restaurant qui dit, on a du mal à recruter, mais si on peut dire qu'on passe à 4 jours avec le même salaire, on pourra recruter plus facilement. Donc, il est temps qu'on relance ce débat et l'expérience sur la semaine de 4 jours avec des aides pour les entreprises qui voudraient créer des emplois. Juste une petite interrogation avant de faire parler nos vraies voix, c'est à la carte ou c'est la norme, en fait ? C'est à la carte et en même temps ça peut être un mouvement. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Vous voyez, je vous ai donné Antoine Riboud, mais vous vous souvenez peut-être, vous pourrez retrouver dans les archives, le 13 juillet 95, Jacques Chirac était un nouveau président de la République. Il va chez Brioche Pasquier. Vous connaissez les brioches qu'on peut trouver dans voilà. Et Brioche Pasquier, là aussi, le patron n'était pas spécialement un homme de gauche, mais c'est comme Maminova ou Fleury-Michon, c'était plutôt des hommes de droite, les patrons, mais de la droite humaniste. Et au bout de 2 ou 3 réunions, je les avais convaincus qu'on pouvait passer à 4 jours sans abîmer leur entreprise. Et donc Brioche Pasquier était passé, tous les salariés, mais aussi le patron, Louis-Marie Pasquier, était passé à 4 jours. Et Jacques Chirac, le 13 juillet 95, va chez Brioche Pasquier et demande, mais pourquoi, puisque ça marche tellement bien, pourquoi ça se fait pas ailleurs? Donc c'est quand même une inertie. On parle souvent dans votre émission de l'inertie des politiques sur plein de sujets, sur les problèmes de politique du logement, on est un des pays où les loyers sont les plus chers, sur le climat, mais sur le temps de travail, c'est quand même incroyable de voir que ça fait... donc est-ce qu'on va enfin l'avancer et dire, il y a des entreprises, et c'est mieux de faire 4 jours, 32 heures, parce que peut-être que dans l'URSSAF de Picardie, c'est possible de faire des journées plus longues, si c'est pas trop fatigant et si les gens n'ont pas trop de trajets. Mais sinon, tant qu'à se réorganiser, autant passer à 4 jours, 32 heures, avec des créations d'emplois
et en disant les entreprises arrêtent de payer les cotisations chômage. Parce qu'il ne faut évidemment pas baisser les salaires, mais il ne faut pas non plus augmenter la masse salariale. C'est ça. Il ne faut pas que les clients... voilà. Donc, et la bonne idée, c'est que, et on a fait la preuve en France, qu'on peut passer à 4 jours sans baisser les salaires et sans abîmer l'entreprise si l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage quand elle passe à 4 jours, si elle crée des emplois en CDI. Une réaction, Philippe. Pierre Larrouturou, est-ce que s'il fallait choisir le ressort fondamental de cette semaine de 4 jours, vous y verriez une finalité sociale pour combattre le chômage? Est-ce que c'est la volonté de nous faire entrer dans une nouvelle forme de civilisation où le travail aurait moins d'importance par rapport au bonheur global? Ou bien est-ce que vous considérez vraiment que c'est rendre le travail paradoxalement encore plus efficace? Il y a tout, Philippe. C'est-à-dire que le travail est tellement important que les gens qui sont au chômage en crèvent. L'INSERM dit qu'il y a 15 000 personnes qui meurent en France parce qu'ils sont au chômage. 15 000 personnes. Donc, chacun de nous, vous dites, voilà, je m'appelle Philippe, j'étais avocat, j'étais juge, voilà. Moi, je m'appelle Pierre, j'étais économiste, maintenant je suis député. Donc, le travail est quelque chose de fondamental. Et en même temps, il n'y a pas que le travail dans ma vie. J'ai envie d'avoir du temps pour moi, pour les gens que j'aime. Et peut-être que le Covid-19 a fait bouger les mentalités. Donc, je crois qu'on n'a pas à choisir. J'ai envie, comme des millions de gens, d'avoir un boulot intéressant et un revenu correct et qui me donne une autonomie, mais j'ai pas envie d'attendre jusqu'à 65 ans pour avoir du temps pour vivre et pour les gens que j'aime et peut-être pour me former. Ça peut être un avantage économique parce que dans des PME, c'est très compliqué d'avoir accès à la formation. Et l'autre jour, je voyais un salarié qui disait « ça fait 20 ans que je suis dans une entreprise, j'ai pas eu 1 heure de formation. Le soir, je suis crevé. Le week-end, il y a les enfants. Et ça si je passe à 4 jours, si je passe à 4 jours, je pourrais me former. Voilà. Sur la question des retraites, dernier point, désolé. Sur la question des retraites, si tout le monde passait en 4 jours, pas tout de suite, mais en quelques années, on pourrait créer 1 600 000 emplois. À partir, c'est pas un modèle macroéconomique, c'est à partir des 400 entreprises qui sont déjà passées à 4 jours en France, sans baisse de salaire et sans abîmer l'entreprise grâce à la baisse des cotisations, on estime qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois, des vrais emplois. Si vous créez 1 600 000 emplois, ça fait 1 600 000 familles où un salaire va rentrer et où on va cotiser pour les caisses de retraite. Donc il y a plein de bonnes raisons d'avancer vers les 4 jours. Pierre Larrouturou, ça fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Et Frédéric est avec nous. Frédéric. Oui, alors moi, la semaine des 4 jours, pourquoi pas. Moi, je travaille 50 heures par semaine, alors je ne le fais pas sur 4 jours, bien sûr. Alors, ce qui m'embête dans cette semaine des 4 jours, c'est que j'ai l'impression de réentendre un discours que j'ai entendu il y a un peu plus de 20 ans, c'est-à-dire qu'on va passer de 39 à 35 et ça va créer 1 million d'emplois, et je crois que ça a eu plutôt l'effet contraire. Les mêmes personnes qui nous disaient d'ailleurs que travailler 8 heures par jour, c'est trop, qu'il fallait baisser. Or, si on passe de 5 à 4 jours, on va travailler au moins 8 heures. Et quand le volume de travail, lui, ne change pas, le volume de travail qui est étalé sur 5 jours, on va le concentrer sur 4. Alors, je ne suis pas convaincu à long terme sur l'effet que ça va avoir. D'autre part, plus on a de congés, plus on a de jours de repos, plus ça coûte. Parce que plus on fait de choses. Et il faut donc de l'argent. Et je ne voudrais pas que ce soit encore ceux dont je fais partie, qui ont les meilleurs revenus, qui puissent profiter largement d'une telle réforme parce qu'ils auront les moyens d'occuper ces 3 jours, et que ceux qui n'en ont pas les moyens regrettent au bout d'un moment, d'avoir trop de temps libre alors qu'ils préféraient travailler, donc peut-être se tourner vers une activité de travail non déclarée, et 2, qu'ils ont beaucoup plus de rythme et qu'ils ont un rythme infernal la journée parce que le travail de 5 jours est concentré sur 4. Une réaction de Françoise de Gaulle. J'entends ce que vous dites, je vais court en disant qu'on parle bien de la semaine de 4 jours et de 100% du salaire et 80% du travail avant. 32 heures. On ne parle pas de 35 heures concentrées sur 4 jours. Ça, c'est le premier point. De toute façon, le mouvement est inexorable. L'Islande l'applique, la Belgique l'applique, le Royaume-Uni l'applique. C'est vraiment l'avenir. C'est pas parce que c'est des feignasses, c'est parce qu'il y a d'autres façons de créer des valeurs dans la vie. 0826 300 300. Jacqueline est avec nous. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Jacqueline. Oui, bonsoir. Eh bien, je voulais vous dire que moi, je connais une entreprise relativement, on va dire une PME dans l'informatique, qui est son siège est en Loire-Atlantique, qui a des succursales, donc des magasins dans plusieurs villes de France, Rennes, Nantes, Vannes, Paris.
Ils font donc de la maintenance informatique et de la vente de matériel informatique. Depuis 2 ans, ils sont passés à 32 heures par semaine. Le patron de cette entreprise disant qu'il préférait que ses salariés travaillent bien pendant 32 heures plutôt que de traîner sur 5 jours. Voilà, et ça marche très bien. Et ça marche. Une réaction de Sébastien Ménard, qui est un entrepreneur. Moi, ce que je dis, c'est que la création, monsieur le député, la création d'emplois ne se décrète pas. C'est-à-dire que je retiens évidemment cette aspiration sociétale qu'on appelle de nos voeux, parce que finalement, que les gens travaillent moins et plus de temps pour eux, pour leur famille, tout ça, moi, va parfaitement bien. Mais il faut que dans nos entreprises, les plans d'affaires qui permettent de financer aujourd'hui 100 emplois puissent financer les 110 emplois. Voilà, donc moi je dis toujours attention, on peut gagner en productivité, c'est vrai, mais je dirais que l'équation ne se résout pas d'un coup de baguette législative. Voilà, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. On n'a jamais dit que ça. Vous avez raison, on n'a jamais dit que ça se décrétait, on n'a jamais dit sur les 35 heures, avec Michel Rocard, on avait beaucoup critiqué les 35 heures, en disant que c'était ni fait ni à faire, c'était une mesure qui était imposée, et que dans la plupart des métiers, maintenant, on ne compte pas ses heures, par contre, on compte ses jours. Qu'on soit commercial, qu'on soit cadre, qu'on soit dans la production, même souvent, on fait des heures. Quand la journée est commencée, on la fait jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que depuis 30 ans, beaucoup de gens disent ce qu'il faut, c'est passer à 4 jours. Ceux qui font des journées longues, comme les commerciaux ou les cadres, continueront à faire des journées longues ou dans la restauration, mais ils feront 4 journées longues au lieu d'en faire 5. Et l'entreprise recrute. Et l'entreprise, je le répète plus lentement, arrête de payer certaines cotisations. On dit bien qu'on ne veut pas baisser les salaires, mais qu'on ne veut pas augmenter. Le prix du yaourt Maminova n'a pas augmenté d'1 centime. L'entreprise a arrêté, je finis. L'entreprise arrête de payer les cotisations chômage, aussi bien la part patronale que la part salariale. Et j'ai là la démonstration de Patrick Artus, directeur d'études de la Caisse des dépôts, qui dit que le système de la route est équilibré. On peut donner une exonération importante aux entreprises si elles créent des emplois, parce qu'on est sûr qu'il y aura moins de chômeurs à payer et plus de gens qui vont cotiser pour les caisses de maladie et les caisses de retraite et payer la TVA. Et moins d'arrêt maladie, surtout. Et moins d'arrêt maladie, c'est très important. C'est exactement ce que je donnais comme chiffre. 34% en moins d'abstentéisme, c'est incroyable. Pierre Larouture, on peut envisager, il nous reste 45 secondes des gains de productivité en étant par exemple ouvert 7 jours sur 7 ? Mais une entreprise qui était déjà ouverte 7 jours sur 7, oui, ou je pense à un garage dans le sud de la France, dans le Var, qui avant était ouvert 5 jours, et tous les salariés sont passés à 4 jours, mais l'amplitude, on s'est mis à ouvrir un jour de plus le samedi. Donc pour les clients, l'entreprise est ouverte plus longtemps qu'avant, et c'est pratique de pouvoir faire réparer sa voiture le samedi. Chaque salarié travaille un jour de moins, mais l'entreprise est ouverte aux clients 6 jours par semaine. Dans l'informatique, vous parliez, madame, d'un exemple que vous connaissez. Moi, je connaissais un exemple dans les Alpes, où ils font tous 4 jours par semaine. Ceux qui font la hotline sont vraiment à 4 jours, 32 heures, mais ceux et celles qui inventent les nouveaux logiciels, c'est plutôt 1 mois de vacances tous les 4 mois, parce qu'on va peut-être pas s'arrêter au bout de 32 heures si on invente un nouveau produit. Par contre, avoir 1 mois pour respirer tous les 4 mois, ça, c'est possible, et parfois, c'est quand on respire plus, qu'on est plus productif, quand on revient au boulot et que le cerveau a des idées nouvelles. Eh ben, merci beaucoup pour cette Donc, c'est pas 32 heures, c'est pas tout le monde dans le même moule, mais tout le monde, de même qu'on profite tous des congés payés aujourd'hui, quel que soit notre métier quasiment, on profite des congés payés. Eh bien, je crois qu'il faut se dire que dans quelques années, on devrait tous être passés à 4 jours, mais dans des bonnes conditions économiques et des bonnes conditions, et ça facilite les recrutements et ça facilite l'accès à la formation. Merci beaucoup, Pierre Larouture, d'avoir été avec nous, député européen, pour ce sujet hyper important sur le travail. Vous restez avec nous. Dernier point, vous pouvez voir une petite vidéo qu'on a faite avec Philippe Geluc, si vous allez sur mon site. Le chat voilà, le chat, et parce qu'il y a un débat qui revient en Belgique, et vous allez sur mon site de député, vous allez sur mes réseaux sociaux, on va le mettre ce soir sur Twitter, et vous voyez 30 minutes de dialogue avec Philippe Geluc qui est très drôle. C'est dans l'atelier où il dessine le chat, et Philippe Geluc pose toutes les questions. Merci. Donc on va le mettre tout de suite sur Twitter. Allez voir demain sur mes réseaux et vous verrez le film avec Philippe Geluc. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Et avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard, notre entrepreneur, et vous au 0826 300 300. C'est les vraies voix. On est ensemble avec eux jusqu'à 19h. Après, dans un instant, on va parler automobile avec la marque MG Motor. Voilà cette marque anciennement devenue chinoise. Voilà, MG Motor. Petite MG. Oui, petite. 3 fois. J'adore ça. Petite MG, et on parlera hydrogène. En attendant, puisque c'est la Chandeleur aujourd'hui, on voulait rappeler la crêperie du pêcheur. Voilà. Et notre ami Alex Paul qui est avec nous, et direction les Côtes d'Armor. Bonsoir.
Bonsoir, merci de m'accueillir. Bienvenue Alex. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez Alex, il était un peu en bise-bise avec ses voisins. parce que ça sentait la crêpe. Oui, c'est lui, oui. Exactement. Et d'abord on voulait prendre des nouvelles et d'autre part on voulait savoir si c'était complet chez vous ce soir et quelle était la crêpe à l'honneur, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui en tant que chandeleur, en journée de chandeleur. Alors ce soir non, nous ne sommes pas complets, on réouvre seulement samedi. Oh non. Parce que si, on a eu des retards sur les travaux, donc on a dû pousser un peu. On a reçu les meubles seulement aujourd'hui de la véranda. Aïe. Et du coup, on pensait venir avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Vous pouvez venir, hein, quoi qu'il arrive, on pourra en faire. Ça va, même si le resto est fermé, on fait dans l'arrière-cuisine, on s'en fout. Je voudrais une complète, s'il vous plaît. Les crêpes ont de l'odeur. Ne vous inquiétez pas, il y a de la place et il y a du matos. On pourra faire. C'est quoi la crêpe classique en fait que tout le monde vous demande? Moi je sais, moi je suis comme François, je fais la crêpe complète. Alors moi la complète c'est ma passion. C'est la galette, ma passion. Pour qui toi? On a la galette. Vous avez bien la crêpe. Oui, c'est la galette. Pas la crêpe. Ouais. Alors oui, on a la biway. C'est une recette traditionnelle, c'est avec une andouille traditionnelle. On en a une andouille aussi traditionnelle. Il n'y en a pas qu'une, hein. Merci. Vous me le présenterez à l'occasion. Enchanté, Philippe David. Enchanté. C'est un couple d'andouilles. Non, c'est celle-là qui se vend très bien et qui plaît vraiment. Elle a un goût, je veux dire, c'est du traditionnel, c'est du fait maison. Et du coup, on a vraiment une forte demande sur celle-là. Après, en crêpe, en sucré, on a la caramel, la standard et la caramel au beurre salé. Mais arrêtez, c'est pas possible ça. Vous êtes tout dans les Côtes d'Armor, cher ami. À Erquy, très bien. Les odeurs, c'est réglé. C'est pas loin. Et les odeurs, Alex, c'est réglé ou pas? Pour nous, oui, quelque part. Hein. C'est pas nous que ça dérange. Hein, mais là, on a réinvesti encore une fois de plus dans l'extracteur. On a remis un bloc de silencieux. Il y en a encore pour 5 000 € dessus. Il a été posé la semaine dernière. C'était déjà en cours, mais on en avait parlé devant le conciliateur. Il voulait pas entendre. Il voulait rien entendre, notre voisin, mais bon. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous faites partie des gens, parce que la crêperie, farine, lait, etc. Pas de crêpes au sucre. Est-ce que vous avez ressenti vraiment le poids de l'inflation, de l'augmentation des prix? Est-ce que vous l'avez reporté sur votre carte? Oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que tous les produits ainsi que l'énergie a fortement augmenté. On a dû augmenter légèrement nos tarifs parce que on n'a pas le choix. C'est-à-dire, c'est quoi? De quel ordre? C'est 50 centimes, 1 euro? C'est à peu près, maximum c'est 1 euro. D'accord. Alex Paul, au maximum, oui. On va parler andouille parce que j'aime bien ça. Je l'avoue. Vous faites de l'andouille de virer. Non, elle vient pas de Vire. Vous faites de l'andouille de Guéméné en tant que breton. Oui, tout à fait. Ouais. On a de l'andouille de Guéméné, une andouille artisanale là, qui vient de chez Biway. Ah, c'est fabuleux. Et elles se bastonnent, les deux là, se bastonnent pas mal, quoi. J'ai encore une question autrement au-delà de votre carte. Non, mais j'ai encore une question vraiment économique. Est-ce que vous sentez-vous que vos clients, qui sont certainement des habitués, viennent moins parce que c'est plus cher? Peut-être parce que le restaurant est un peu moins chauffé, parce que vous faites des économies sur le chauffage, ou bien est-ce que vos clients acceptent l'augmentation? Comment vous vivez l'inflation, vous? Nous, on a augmenté très peu, donc je pense pas que les gens, parce qu'on travaille tout le temps des produits très qualitatifs, donc quoi qu'il arrive, ça a déjà un prix. Et nous, on lésine pas sur ces moyens-là, quoi. On prime la qualité par rapport au reste. La crêperie du pêcheur, c'est à Erquy, dans les Côtes d'Armor. Alex Paul, merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel, et bonne chandeleur samedi, parce qu'on décale un petit peu, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, je vous attends. On vous envoie du client, voilà. On ira. S'il y a du chouchen, on vous envoie tout le monde. Il y en aura. Génial. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'est gentil. Merci à vous. Merci Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Sébastien Ménard. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va parler automobile, c'est les vraies voix qui font rouler la France. On vous embrasse, à bientôt, et surtout faites attention à vous, Françoise Degois, à vous, Sébastien Ménard, et à vous, Philippe Bilger, parce qu'on a mis des trucs pour que vous puissiez tomber dans l'escalier.